grammaire et diplômée de l'UNALCO en grec moderne. Martine Breuillot a enseigné les lettres classiques dans le secondaire, le grec ancien et le grec moderne à l'université de Bourgogne. Puis elle a été enseignante-chercheur en études néo-helléniques à l'université de Strasbourg. Ses principaux axes de recherche sont l'histoire de la langue grecque, l'occupation franque dans le Péloponnèse et la Messénie antique, médiévale et moderne. C'est ça, Martine? C'est ça. Voilà, et puis, accessoirement, de charme et j'avais aussi. Merci à vous tous d'être là, malgré le match de rugby et malgré le soleil. Bon, vous avez choisi de venir écouter quelques propos sur Paul de Charme. Je vous en remercie. Ça me fait très plaisir. Merci aussi à Carole et Yvette qui ont beaucoup préparé activement. C'est vrai, c'est vrai. Qui ont préparé la conférence. Ils se sont chargés de la communication. Bon, tout est fait. Et puis, je remercie aussi Clarisse Meunier de la bibliothèque qui a tout préparé pour aujourd'hui. Et puis, merci aussi au personnel de la bibliothèque dont j'apprécie le grand sourire, la disponibilité, et puis j'en dirai tout autant pour les archives, mais que j'ai un peu moins fréquenté pour de Charme. Alors peut-être que vous ne le savez pas, ou pas bien, mais Paul de Charme est notre compatriote, donc vous reconnaissez le buste qui est venu du musée des Beaux-Arts et qui trône là-bas dans le coin de la pièce. Et puis à côté, il y a une photo qui vient des archives et ma foi, vous savez, le PowerPoint vaut ce qu'il vaut. Hein. Je ne suis pas très calée. J'ai fait de mon mieux pour que tout soit visible et compréhensible. Voilà donc Paul de Charme, qui est notre compatriote, qui est né à Beaune. C'est surtout pour ça qu'il est compatriote. Il est né en décembre 1839 et au bout de 9 ans, pour des raisons de travail de la part de son père, il a quitté la ville. On va y revenir très vite. Je ne referai pas ce que j'avais écrit dans une brochure sur Paul de Charme qui est sortie en 2002. En tout cas, je ne pourrai pas vous épargner les données biographiques et généalogiques, ça c'est sûr, mais en tout cas pour la seconde partie du petit ouvrage, rien à voir aujourd'hui. Moi je vais me contenter de traiter la carrière et les ouvrages de Paul de Charme, un point ainsi tout. C'est vrai qu'à l'époque, ma vision, mon approche était très différente parce que je voulais voir. Je me rends compte que c'était une assez bonne idée quand même à l'époque, parce que c'est retraité maintenant. Je voulais voir ce qu'un jeune helléniste, donc forcément archéo-helléniste, c'est-à-dire spécialiste de grec ancien, pensait de la Grèce moderne des années 1860. Bon, il y a beaucoup à dire. J'avais trouvé, mais je crois qu'on pourrait trouver bien d'autres choses encore. Bon. On n'en parle pas aujourd'hui. Ce dont nous allons parler, c'est donc de la jeunesse de Charme, son enfance gauloise surtout, puis de ses études, sa carrière brillante. Et puis on verra au travers de ses ouvrages que sa pensée n'a cessé d'évoluer, de s'adapter aux connaissances nouvelles de l'époque. Et on verra que c'est quelqu'un qui finalement était, pour le 19e, plus moderne qu'on ne pourrait supposer. Je voudrais aussi profiter de l'introduction pour évoquer les sources dont je me suis servie. Il y a 15 ans, j'avais eu un excellent retour de la part de la mairie du village de Vaudrémont, qui se trouve en Haute-Marne, où se trouve la maison familiale de Charme et où il est décédé en 1905. Le maire m'avait aidé, m'avait donné des informations et j'avais eu également un excellent retour de la part de la famille qui, tous les étés, allait à Vaudrémont dans la maison familiale. Bon, 15 ans se sont écoulés, le maire a changé.
Les membres de la famille ne sont peut-être plus de ce monde. Rien. Bien. Donc, aucun espoir de ce côté-là. De même, pas d'espoir, en tout cas un grand espoir, mais déçu, de la part d'un jeune chercheur, Laurent Calvier, qui avait pris contact avec moi en 2002 et qui m'avait dit, écoutez, je fais un travail sur les hellénistes du 19e, que savez-vous de Paul de Charles? Bien, nous avions correspondu, et je me dis, 15 ans après, il a dû finir son étude des hellénistes. Il m'apprend que, non, il a abandonné la recherche, qu'il n'a fait qu'une monographie, mais c'est pas celle de Charles. Bon, donc, espoir déçu. Bien, alors, il n'en restait pas grand-chose, si ce n'est un livre reçu par les archives, un livre qui retrace toute la généalogie de la famille de Charles, travail réalisé par un membre de la famille de Charles, Olivier de Charles. Les archives ont reçu le livre en 2006, ce qui fait que je n'en avais jamais eu connaissance. J'avais terminé pour ma part en 2002. Bien, il n'y a pas grand-chose, seulement pour les données généalogiques, vous verrez. En réalité, comme bilan, pour les sources, j'ai retrouvé, et avec un grand plaisir, les sources détenues par les archives et par la bibliothèque. Bon, mais en fait, c'était intéressant de les reprendre, et puis on trouve toujours des éléments qui ne vous ont pas frappé la première fois. Alors, à la bibliothèque, je dois signaler que tous les ouvrages de Charles sont là. On les regardera ensemble tout à l'heure. Les ouvrages sont dans les vitrines. Il y a également un dossier Paul de Charme qui est plein d'indications. Je vous dirai à qui nous devons ce dossier. Et puis aux archives, il y a également un dossier Paul de Charme. Je vous passe la cote. Le dossier provient de ce qui est appelé la galerie beaunoise, et en fait, au 19e, et peut-être après 1905, que je vais me contenter de voir de Charme, cette galerie beaunoise, en fait, réunit des documents sur les personnalités beaunoises de l'époque. De Charme y est appelé notre compatriote, donc je rappelle qu'il est bien né à Beaune et que c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Les initiateurs de cette galerie beaunoise, en tout cas de cette riche documentation, sont Louis Fournier et Louis Morand. Alors ces deux messieurs cherchaient dans la presse locale, c'était le journal de Beaune, la revue bourguignonne à l'époque aussi, les deux, dans la presse nationale, des informations relatives aux compatriotes qui n'étaient plus à Beaune même, et puis ils rentraient parfois en contact épistolaire avec les membres des familles ou bien avec les personnes directement. Ça va être le cas avec de Charles. Voilà. Donc, en fait, en essayant de reconstituer le puzzle, eh bien, on a une conférence sur de Charles. Et puis d'autres petits ajouts dont je parlerai après. Je ne peux pas finir l'introduction. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend. Je ne peux pas finir l'introduction sans avoir une pensée pour quelqu'un que j'ai connu. Je parlerai de M. Moine tout à l'heure quand nous regarderons les livres, mais en tout cas, d'abord, une pensée pour M. Savonnet, qui a été sans doute le professeur de philosophie de beaucoup d'entre vous, si vous êtes beaunois. En tout cas, ça a été le mien. Il a montré un acharnement, une opiniâtreté, un entêtement à réunir des documents sur Paul de Charles, et le dossier de la bibliothèque, c'est en fait le sien, parce que toutes les pièces, d'ailleurs il m'en avait parlé à l'époque quand je le revoyais, et il a réuni beaucoup d'éléments concernant
concernant de charme, concernant la vie. Et c'est sûrement grâce à lui qu'il y a autant d'ouvrages de charme ici, à la bibliothèque. C'est en tout cas grâce à lui que la bibliothèque, puis le musée, possède le buste qui a été promis par une descendante de Charme. On la verra, on l'apercevra sur une image mal photographiée. On la verra tout à l'heure, cette Madame Paulette Cordier, qui a promis le buste de son ancêtre et effectivement qui l'a fait apporter ici à Beaune. Un petit peu trop tôt, on n'a pas tout de suite l'arbre généalogique, mais ça s'approche. La famille de Charme, d'après Olivier de Charme, est d'origine lorraine, en tout cas le berceau de la famille est Parnot, un petit village de Haute-Marne. Olivier de Charme, qui a essayé de reconstituer toutes les branches de la famille, nous apprend qu'il y a 5 branches et que Paul de Charme appartient à la 5e, enfin 5 c'est d'après Olivier, hein. Qu'est-ce que, oui, ça, on voit pas mal. La branche de Breval, qui est un petit village où ont vécu les ancêtres de Charme. On est toujours en Haute-Marne, pas très loin de Parnot, le berceau de la famille. Et comme vous le voyez, les ancêtres de Charme sont des fondeurs de cloches. Son grand-père était fondeur de cloches. Professeur, oui, pas de Charme tout de suite, mais son père, François-Édouard, je vérifie les prénoms parce que j'ai renoncé à les apprendre par cœur. Oui, c'est François-Édouard, son père, est devenu professeur de lettres et à ce titre, il a donc été amené à occuper plusieurs postes. Il a été en poste à Beaune, il a enseigné les lettres et sans doute ce qu'on appelle aujourd'hui les lettres classiques, donc le français et le grec et le latin sans doute aussi, je ne sais pas, l'histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il enseigne à Beaune, il enseignera aussi à Autun et il enseignera à Beauvais. D'une écriture très fine, une main annotée sur un des documents qui se trouve à la bibliothèque de Fabien. Le père de Charme a enseigné le grec à Jules-Étienne Marais. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai noté quand même. Ce petit ajout, je me demande si ce n'est pas M. Savonnet qui l'a écrit. De Charme arrive avec son épouse et le jeune de Charme, le père, François-Édouard, arrive donc à Beaune et c'est à Beaune, il est marié, donc et c'est à Beaune que naît le premier enfant du couple, à savoir Paul de Charme. Je vous évite les autres prénoms, puisqu'on ne connaît, nous, que Paul. Paul de Charme naît en décembre 1839. Il a un frère cadet, Ernest, qui naît en 1844, avant que la famille ne quitte Beaune. Alors, je continue pendant que nous avons cette image. Donc, les professeurs, c'est en fait le père de Charme et de Charme, qui sera aussi un enseignant, mais plus précisément un universitaire. Et puis, quand vous voyez fonction publique, commerce, affaires, jusqu'en 98, il s'agit des domaines professionnels qui ont été ceux des enfants et petits-enfants de Paul de Charme. Voilà, tout simplement. Les villes, Beaune pour le père de Charme et de Charme, Paris pour de Charme, qui finira, je vous dirai, sa carrière à Paris, Alger et Toulouse pour l'un de ses petits-fils. Voilà. Sans plus de détails, parce que ce n'est pas notre propos non plus. On va retrouver ici un autre arbre généalogique, c'est là où je me suis rendu compte trop tard, j'ai coupé le nom de Madame Paulette Cordier, donc elle qui a beaucoup échangé de correspondance avec M. Savonnet, c'est elle qui a promis le buste. Donc, nous voyons, voilà, notre Paul de Charme, JF, c'était Jean-Baptiste, François, Paul.
Bien, on le retrouve ici. Ils ont 2 enfants, Paul et Jean-Marie Pierre, mais Paul et Pierre, plutôt, c'est comme ça qu'ils sont connus, les fils de Paul de Charmes. Et puis, toute la généalogie ici, toute la famille s'agrandit, vous voyez. Et j'avais pu rencontrer en 2002 Madame Evelyne de Charmes, née le chevalier Chevignard, qui m'avait laissé donc me promener, visiter et noter tout ce que je voulais. Dans la maison de famille, il y avait le bureau de Charmes avec beaucoup de souvenirs de lui. J'avais pu rencontrer l'un des petits-enfants, je ne me souviens plus qui exactement. Voilà. Et c'est Jean de Charmes, petit-fils, qui a travaillé à Alger et puis qui est revenu après à Toulouse. Et c'est peut-être bien là que Madame Evelyne de Charmes est décédée, parce que donc je n'ai pas eu de réponse. Bien. Quand Louis Fournier, pour la Galerie Gauloise, écrit à de Charmes pour avoir quelques informations pour justement sa documentation, de Charmes dit, dans une lettre d'août 1893, je cite, « À Beaune, d'où je suis partie avec mes parents à l'âge de 9 ans, j'étais seulement élève de l'école mutuelle, alors dirigée par M. Bartholomeu. La fondation de l'école mutuelle, dont je n'avais jamais entendu parler avant, va avec la fondation de la Société d'émulation de Beaune, la SEB, c'est comme ça que je connaissais cette société, vous peut-être aussi, mais on va voir que l'histoire de la SEB est bien intéressante. On va commencer déjà par l'école mutuelle. Alors, les informations sur l'école mutuelle sont en grande partie apportées par la petite histoire de l'enseignement à Beaune. Il ne faut pas que j'abîme le titre, la petite histoire de l'enseignement à Beaune, voilà, du docteur Chevalier. C'est sorti en 2002, je l'ai consulté aux archives dans un exemplaire des recueils du CBEH. Et alors on sait, grâce au docteur Chevalier, que cette école mutuelle a rencontré des difficultés tout autant administratives que financières et politiques après 1830. Et à ce moment-là, des subventions ont été trouvées et l'école mutuelle a pu ouvrir. Et elle a fonctionné jusqu'à ce que, en France, à Beaune aussi, soit mise en place l'école de type Jules Ferry. Donc, cette école mutuelle va avoir une existence sur plusieurs décennies. Et c'est là que Paul de Charmes va donc apprendre à lire, à écrire, et va passer ses premières années avec comme maître M. Bartholomeu, dont il parle dans sa lettre. Et M. Bartholomeu devait connaître déjà le père de Paul de Charmes lorsque le petit de Charmes lorsque le bébé est né, puisque M. Bartholomeu signe l'acte de naissance. On reconnaît très bien le nom. Alors, je termine rapidement avec l'école mutuelle qui s'est installée là où se trouvent les archives actuellement. Les Ursulines n'y étaient plus, donc le bâtiment, je crois, avait été racheté par la municipalité et donc les classes pouvaient, ou la classe pouvait donc avoir lieu ici, dans cette aile du bâtiment. Les filles auront aussi plus tard, 50 ans après, leur école mutuelle qui sera abritée, sera installée dans cette aile, puis après ira dans ce qui a été l'école Ziel, donc c'est la chapelle Saint-Étienne aujourd'hui. Alors, une école mutuelle, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est tout de même... j'ai découvert, mais j'ai pensé à d'autres choses après qui sont un petit peu du même type. Le modèle est
finalement dans les lointaines origines est français, puis c'est passé en Angleterre, et de là le principe de l'école mutuelle est revenu en France, et les écoles mutuelles se sont implantées en France, quand c'était évidemment possible. Et le principe, pour comprendre le choix de l'adjectif mutuel, le principe est que les plus grands aident les plus petits, les meilleurs élèves aident les plus faibles. C'est une école qui accueille tous les enfants, y compris les enfants pauvres, et parce qu'elle est gratuite. Autre principe aussi, et on va retrouver la société d'émulation de Ball, autre principe aussi, c'est d'associer au cours des sorties, qu'on appellerait pédagogiques aujourd'hui, pour ouvrir les enfants, l'esprit des enfants à des activités professionnelles, leur montrer le monde extérieur, leur expliquer un petit peu le monde de la société qui les entoure. Et la société d'émulation de Gaulle, la SEB, fondée en 1830 comme l'école mutuelle, est chargée ou a pour mission de réunir des fonds pour financer l'achat de livres, le matériel, s'occuper de la remise des prix, financer les sorties. Donc la SEB, si vous voulez, dans ses premières années, je ne sais pas jusqu'à quand, hein, je n'ai pas cherché, mais en tout cas dans ces premières années, elle ne semble pas avoir du tout de fonction ou de mission sportive comme on peut la connaître aujourd'hui. Bien. Je reviens à Paul de Charme qui, dans la même lettre que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, dit que, il a dit, je le cite, « J'ai fait mes études classiques premièrement au collège de Saint-Dizier, 1 an seulement, deuxièmement à celui de Beauvais, troisièmement à titre de boursier au lycée Louis-le-Grand. » Donc on va dire les années beaunoises ou de Charles le Beaunois, les Beaunois que 9 années, point. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même le travail opiniâtre déjà, avant M. Savonnet, le travail opiniâtre des deux fondateurs de la galerie beaunoise, de ces deux messieurs qui, tant que De Charme a été en vie, se sont efforcés de réunir des documents pour montrer à quel point les Beaunois auraient dû être fiers de leurs compatriotes. Bon, mais après 1905, date de la mort de Charme, on ne trouve évidemment plus rien. On va quand même continuer. On va continuer. Pour comprendre à quel point c'est dommage quand même que... c'est pas ça que je voulais vous montrer tout de suite. Non, on va revenir au... Voilà. Non. Vous pardonnerez la maladresse. Voilà, donc on revient à notre plan et on va rapidement en terminer avec les études et le début de carrière de Charme, parler quand même de son séjour à l'école française d'Athènes, de ces 3 années qui me paraissent quand même déterminantes pour la suite. Alors, que vous sachiez quand même qu'à Louis-le-Grand, lycée parisien prestigieux, De Charme va être lauréat du concours général, va préparer le concours d'entrée à la normale supérieure. Il entre premier en 1859 à la normale supérieure. Il est reçu premier à l'agrégation de lettres en 1862. Et un de ses collègues qui va signer le texte d'hommage à la mort de Charme soulignera que jamais la passion de Charme pour l'hellénisme ne s'est démentie. Donc cette passion pour l'hellénisme a dû naître très tôt, peut-être dès le lycée, en tout cas dès les années à l'école normale supérieure, et on sait que ça l'a conduit jusqu'à son dernier souffle. Quand De Charme
est agrégé, il entre bien sûr, c'est la voie normale, dans l'enseignement secondaire. Il est nommé au lycée de Nevers et c'est là qu'il apprend en septembre 1863 qu'il est désigné comme membre de l'école française d'Athènes. C'était un parcours pas obligé, il pouvait refuser, mais il a accepté de rentrer donc à cette école française qui est une école prestigieuse. Je ne vais pas vous en parler, simplement elle a été fondée uniquement en 1846, c'est-à-dire quelques années avant que n'arrive de Charmes. Donc elle est dans ses balbutiements, elle ne fonctionne pas encore très très bien. Enfin, c'est une belle vitrine, si vous voulez, de la France en Grèce, dans une Grèce qui est toute jeune à l'époque. Alors, de Charmes donc abandonne son poste à Nevers, c'est normal, il part pour Athènes, non sans avoir passé, parce que tel était le règlement, non sans avoir passé 3 mois à l'école française de Rome. Après, il pouvait partir pour Athènes. Et puis, le règlement de l'école voulait aussi que les membres, ou les élèves, ça dépend, on dit comme on veut, accomplissent des missions qui étaient imposées. Donc il y a les figures imposées par la direction de l'école, en quelque sorte des figures libres, parce que finalement, à tous ces jeunes gens, il reste beaucoup de temps disponible. Alors, ceux qui ont envie de s'amuser, de visiter Athènes, de courir les soirées mondaines, parce que ça faisait un peu partie aussi de la vitrine française, libre à eux. Ceux qui veulent travailler, un peu comme de Charles, vont travailler. Bon, pour eux. Alors, à Athènes, de Charme va pouvoir perfectionner sa maîtrise dans 3 disciplines qui sont complémentaires des études classiques, à savoir l'épigraphie. L'épigraphie, je dis rapidement ce que c'est l'étude des textes qui sont gravés sur la pierre. Encore faut-il être capable, peut-être que de Charme n'en a pas eu besoin, être capable de copier les textes. Il y a une technique que je n'ai jamais apprise, enfin une technique qui a en tout cas duré très longtemps et fait ses preuves pour récupérer les textes. Peut-être bien qu'il a simplement recopié ce qu'il voyait sur la pierre. En tout cas, après, le travail n'est pas terminé parce qu'il faut proposer des leçons, c'est-à-dire des lectures pour lorsque des lettres manquent, ça peut arriver, ou lorsque des lettres sont très difficiles à comprendre. À ce moment-là, la personne responsable propose un texte complet, en incluant les corrections, les ajouts, et propose ensuite une traduction, ce n'est pas obligatoire, mais surtout les commentaires. Il faut toujours être capable quand même de justifier les corrections et les ajouts qu'on a effectués. Bien. Alors, de Charme va être chargé d'une mission, parce qu'en plus l'épigraphie est très à la mode à l'époque à l'école française, et on va lui demander de procéder au relevé complet, on peut l'espérer, en tout cas au relevé de toutes les inscriptions qui se trouvent en Béotie. La Béotie est au nord-ouest d'Athènes, entre, si vous voulez, Athènes et Delphes. Bon, c'est à peu près à mi-chemin des deux. Bien, alors, de Charme va donc effectuer ce travail. Le corpus des inscriptions est publié. On en a un petit exemplaire là-bas. On le verra tout à l'heure. Je vous dirai. Je vous montrerai. À noter au passage quand même que certaines des pierres portent le nom des muses. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Et une fait aussi allusion à des concours de poésie, de musique qui étaient organisés en l'honneur des muses. Autre discipline importante pour de Charme, importante pour les sciences relatives au grec et aux textes antiques, à savoir le patrimoine écrit et l'histoire des textes. On va demander à de Charme d'aller dans l'île de Patmos, et surtout au monastère de Saint-Jean, vous connaissez peut-être, là où il y a, comme dans tout grand monastère orthodoxe, où il y a une très belle bibliothèque. On va lui demander de vérifier un travail qui a déjà été effectué, de vérifier
combien il y a de manuscrits d'auteurs, non pas sacrés, mais profanes, dans la bibliothèque. D'où une publication que nous regarderons aussi. Elle date de 1866. Ces publications ont dû être faites directement à l'école, parce qu'il y a toujours un service d'imprimerie. Il y en avait un à l'époque, et il y en a encore un aujourd'hui. Et je pense qu'il fallait que le charme soit présent pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Bon. Ce travail est très délicat parce qu'il faut être capable, il faut connaître la paléographie byzantine. Il y en a une pour la paléographie de nos textes médiévaux, mais il y en a aussi pour les textes byzantins. Alors, les abréviations, on ne les devine pas du premier coup, il vaut mieux être initié. Et certainement, De Charme l'était initié. Et après, il faut être capable aussi de dater les textes, peut-être de reconnaître les différences d'écriture, peut-être savoir lire les dates. Je n'en sais rien. Je ne connais pas le grec byzantin, en tout cas l'écriture byzantine. Donc, mais je sais en tout cas qu'il y a une manière spéciale d'écrire. Bien. Alors, De Charme s'aguerrit dans ce domaine aussi, et puis il va s'aguerrir, je vais aller peut-être un peu plus vite parce que j'ai peur de vous ennuyer, il s'aguerrit aussi dans un autre domaine que j'appellerai, pour reprendre un terme que De Charme lui-même utilise, qui est topographie. Bon, on comprend un petit peu qu'il y a un lien avec les lieux, avec le paysage. Aujourd'hui, on parle de géographie historique, on parle d'archéologie du paysage. Mais en tout cas, c'est un apport essentiel, si vous voulez, pour les études grecques du 19e. On ne savait pas, les hellénistes français, l'école française, pas l'école avec le majuscule, mais les hellénistes français ne savaient pas faire ça encore. Bon, vous allez comprendre. C'est la Béotie qui va être quand même au cœur, si vous voulez, des travaux de Charme, en tout cas en Grèce, et puis immédiatement après, et parcourant la Béotie pour les fameuses inscriptions, il va avoir l'idée, sans doute par curiosité, de pousser plus loin sa marche, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen à l'époque pour se déplacer, et il dépasse, si vous voulez, la limite à laquelle il a trouvé les dernières inscriptions dans les églises byzantines qui n'existent plus, qui ont été détruites depuis, et il va jusqu'au fond du vallon, au pied d'une montagne, moyenne altitude, qui s'appelle le mont Hélicon. Et pourquoi va-t-il jusque-là? C'est parce que, en tant que bon helléniste, sérieux, il connaît les poèmes d'Hésiode, qui est né tout à côté à Askra. Il a lu tout ce que Hésiode a écrit sur les muses et les divinités du panthéon grec. Il connaît aussi Pausanias, qui a marché lui aussi au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a beaucoup raconté avec beaucoup de détails. Et puis De Charme a lu, sans doute avec intérêt, les travaux de William Leake, un Anglais qui est de profession officier dans l'armée britannique, mais également excellent helléniste, et qui a beaucoup voyagé à pied, on attend de voir comme ça, qui a beaucoup voyagé, qui s'est beaucoup déplacé en Grèce, et qui a rapporté soit des identifications, soit des descriptions du plus grand intérêt. Et Leake a proposé le fond du vallon comme localisation du Val des Muses. On va voir la photo, une photo bien large. Voilà, bon. Un mot, pas plus, sur le Val des Muses. Vallon, donc, c'est un espace très ouvert, très peu bâti. On n'a quasiment rien retrouvé comme patrimoine bâti. Espace ouvert où se retrouvaient
et débattait, méditait, cherchait l'inspiration. Les penseurs, les philosophes, les poètes. On venait au Val des Muses se ressourcer en quelque sorte. Je l'ai relu encore il n'y a pas dans mes dossiers de charme, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'était Delphes pour le dieu Apollon. Donc on peut imaginer quand même l'importance du Val des Muses, pas pour le tout un chacun évidemment, mais en tout cas pour les intellectuels grecs de l'Antiquité. Voilà, donc on est dans le fond de ce vallon, le Val des Muses. Et de Charles donc, a été intéressé par ce vallon et il a été convaincu que le Britannique League avait raison parce que de Charles a été en mesure de juxtaposer les textes antiques, le paysage. Une fois n'est pas coutume, de Charles a observé avec énormément d'attention. Il suffit de lire la notice qu'il a rapportée à la fin de sa première visite et on découvre vraiment, on retrouve sous sa plume tout ce qu'on peut voir aujourd'hui au niveau du relief, au niveau de l'hydrologie, c'était très important pour le repérage. Et en plus, ce que Leake n'avait pas, de Charles a pu juxtaposer aussi les textes écrits, les textes gravés sur la pierre, qui lui parlaient des muses, qui lui parlaient des concours organisés en l'honneur des muses. Leake ne connaissait pas tous ces textes. Bon. Donc, pour un helléniste, peut-être français, je dirais que c'est tout à fait original, c'est une démarche tout à fait nouvelle. Malheureusement, de Charles ne l'a pas renouvelé cette expérience, mais en tout cas, ce qui était très nouveau, c'est que pour une fois, on prenait en compte le terrain, c'est-à-dire le relief, le paysage. Les hellénistes, si vous voulez, se nourrissaient de textes, de pensées, d'idées philosophiques, mais ils n'essayaient pas vraiment de reconstituer les sites, encore moins de chercher à identifier leur emplacement. Donc c'était effectivement une expérience, une tentative tout à fait neuve, qui est la seule, si vous voulez, dans le cas de Charles, mais intéressante parce que l'école française a décidé de faire des fouilles en 1888. 1889, c'est un membre de l'école qui en a été chargé, Paul Jameau, et en novembre dernier, je me suis aperçu que de nouvelles fouilles avaient été, en tout cas des sondages, avaient été effectués, preuve qu'il y a encore un membre de l'école qui s'intéresse à ce Val des Muses. Bon, c'est quand même intéressant. Je me suis trompée de flèche, vous voyez, le monde d'habitude. Alors, on retrouve le Val des Muses et le vallon à droite, et puis ici on voit une source, la source Hippocrène, que de Charles n'a pas repérée, mais à cette décharge, je vais dire qu'à l'époque où il a mené ses pas dans le vallon, il y avait beaucoup d'arbres. Alors peut-être que dans la forêt, il n'a pas vu la source, elle n'était sans doute pas aussi bien dégagée qu'à présent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle est restée bien dégagée. Déjà en 2000, 2001, 2002, quand je suis allée, la source était bien visible, toujours encore aujourd'hui. Alors, la Béotie, les Muses, on voit que de Charles en Grèce s'y est intéressé longuement. Je ne dis pas qu'avant de partir, il avait déjà l'intention de faire sa thèse sur les Muses, mais en tout cas, au retour en France, tout en ayant des cours à assurer dans l'enseignement secondaire, il sera à Marseille, à Montpellier, eh bien, de Charles va préparer ces deux thèses. À l'époque, donc, il y en avait deux. Une donc, en français, qui est consacrée aux Muses, les Muses, études de mythologie grecque,
on regardera le livre qui est sorti la même année que la soutenance, 1869, et puis il y a aussi une thèse en latin, oh là là, thèse en latin de Thebanis Artificibus à propos des artistes et des pratiques artistiques de Thèbes, Thèbes étant la capitale de la Béotie. Voilà, et on verra aussi le petit livre dans la vitrine. Alors, nous revenons en France. Là, je reviens en arrière pour vous redonner le plan. La carrière universitaire de Charles va bientôt commencer, puisqu'il est docteur, et donc il n'y a plus qu'à attendre un poste, et le poste qu'il va pouvoir occuper sera celui de la faculté de Nancy, le poste d'enseignant je pense, de grec. Je n'ai pas plus d'informations. Il est à la faculté des lettres de 1871 à 1886. Il sera assistant, puis professeur. Il sera même doyen pendant plusieurs années, 1883 à 1886. Alors, en tant qu'universitaire, il poursuit ses recherches, et c'est, si vous voulez, à ce propos qu'on peut se rendre compte que De Charme a une pensée qui n'est absolument pas figée. Il va toujours avancer, chercher à avancer. Bien sûr, il sera toujours question de mythologie et de religion, mais toujours en essayant de renouveler sa pensée, ses propos, et ça me paraît très intéressant. Il va également, surtout dans les premiers travaux, céder des découvertes récentes sur la langue, sur le sanskrit, cette langue sacrée de l'Inde, sur le monde de l'indo-européen, et il ne manquera pas, quand c'est possible, d'établir des correspondances entre des rites grecs et des rites indiens. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, hein, c'est tout à fait fondé, il a bien raison, puisqu'on sait très bien que le sanskrit est très proche du latin, et par là du grec, et ainsi de suite, et que finalement, on va apprendre le sanskrit, bon, je pense pas que ce soit facile quand même, pour se rendre compte que nos langues européennes ont quand même des points communs. Bon, et ça a été fait par des gens éminents et spécialistes. Bien. Alors, de sa thèse, en fait, De Charme va aller jusqu'à une étude beaucoup plus large sur la mythologie de la Grèce antique, publiée en 1879, rééditée en 1885, livre pour lequel il va obtenir le premier prix de l'Académie française la même année, en 1885, et c'est un livre qui est traduit en grec moderne en 1891 et qui demeure en usage pendant près d'un demi-siècle en Grèce. J'y reviendrai dans un moment et quand on verra cet exemplaire. Alors, l'originalité de Charme, c'est effectivement d'éviter ce à quoi on était habitué avec la mythologie, c'est-à-dire il va éviter des tableaux généalogiques, il y en a un peu, mais très peu. Il évitera aussi la forme de dictionnaire, même si quelqu'un d'éminent comme Pierre Grimal a édité au XXe siècle un dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, que j'ai utilisé quand j'étais étudiante. Bon, c'était une très bonne étude, évidemment, mais De Charme lui fait autrement. C'est-à-dire qu'il va regrouper les divinités de la mythologie, il va aussi se fonder beaucoup sur les croyances populaires, sur les superstitions, et il va essayer d'établir, il y arrive, d'établir quand il le peut des correspondances entre les croyances de l'Inde et les croyances grecques. Il va également beaucoup insister, et ça c'est nouveau, sur les variantes des croyances.
Il faut savoir que d'une région à l'autre, d'une cité à l'autre en Grèce, les croyances sont différentes. Bon, on pourrait sûrement dire la même chose de nos croyances populaires en France. Et le Zeus olympien, le Zeus du mont Olympe, n'est pas le même Zeus que celui de Dodone, en Épire, au nord-ouest de la Grèce. C'est un grand sanctuaire de Zeus là-bas. C'est pas non plus le Zeus du Mont Lycée en Arcadie. Hein, à chaque fois, si vous voulez, une tradition différente et un culte différent. Bon, alors, De Charme a pris tout ça et il insère tout cela dans sa mythologie. Il y a à la fin, par exemple, un chapitre sur les cultes de Laconie, et on voit très bien qu'il n'y a pas de rapport avec, pas beaucoup de rapport avec des cultes d'une région voisine. Bien. Un petit mot quand même sur l'édition en grec. Ça va nous en apprendre beaucoup sur notre compatriote. Le livre a été traduit en grec donc, en 1891, relativement tôt, même pas 15 ans après la sortie de la première édition. En tout cas, on apprend dans l'édition grecque qui est ici que cette traduction répond à un besoin. Il n'existait pas, dit l'auteur, c'est un professeur d'université, dit l'auteur de l'avant-propos, il n'existait pas de livre semblable en langue grecque à la fin du 19e. Et j'ai traduit un petit passage, je vous livre la traduction. Je cite, ce vide est comblé par la traduction de la célèbre mythologie grecque du grand chercheur français Paul de Charme. Peut-être on fatigue tout ça, mais c'est en grande partie vrai. Livre qui a marqué une époque et a été mondialement reconnu. Bien, je termine la citation. Voilà. Et je sais, en tout cas, pour en avoir discuté avec des amis grecs, que cette édition en grec a été utilisée par des étudiants jusque dans les années 60. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre pour découvrir la mythologie antique que la traduction de Paul de Charme. Bien. De Charme voit sa carrière marquer un virage puisqu'il est nommé à la Sorbonne en 1886, d'abord comme assistant, puis comme professeur en 1891. Quand on regarde certains documents qu'on trouve même en ligne, on se rend compte qu'il est nommé sur une chaire de poésie grecque. Bon. Et après, on va voir que sa première publication traite d'Euripide. Alors, on va se dire, mais tiens, pourquoi? Euripide est un poète dramatique, c'est un poète. Je pense que De Charme a été amené à parler d'Euripide dans ses cours, et il a peut-être été intéressé par l'homme, par l'époque, et aussi par l'homme dans son époque, et aussi comme auteur dramatique. Quoi qu'il en soit, il semble, d'après le rédacteur de la notice qui accompagne l'hommage à Paul de Charme, si on en croit cet auteur, on dit que De Charme interroge le poète-philosophe comme un témoin de son temps sur le monde physique, je reprends les termes, sur la société, en particulier sur la religion. Il faut dire que ça, c'est l'objet de la première partie du livre Euripide et l'esprit de son théâtre. Dans la deuxième partie, il est question de l'art dramatique, donc d'une analyse détaillée du travail d'Euripide en tant qu'auteur dramatique. Je dois ajouter aussi qu'Euripide, à son époque, prend ses distances, ose prendre ses distances avec les dieux. Il ne croit pas dans les 12 dieux du panthéon grec, il montre volontiers sa défiance vis-à-vis des cultes qui sont organisés en l'honneur des dieux. Il le dit, bon, il ose le dire, mais il n'exclut jamais les dieux de ses pièces. Il ne doit pas décevoir son public, lui croit ou suit ou participe régulièrement
aux fêtes religieuses. Il ne doit pas non plus décevoir ses évergètes, on dirait sponsors aujourd'hui. Mais l'évergétisme est une tradition bien ancrée dans l'Antiquité grecque. Hein. Donc, bon, il doit quand même penser à ceux qui financent ces pièces de théâtre et ces représentations théâtrales. Bien. J'ai oublié de vous dire, et je dois pas oublier, il y a une traduction en anglais qui est possédée par la bibliothèque, que nous regarderons. Et j'ai lu, toujours sous la plume de ce professeur et ami de Paul de Charme, que si le livre sur Euripide a été traduit en anglais, c'est parce qu'il intéressait directement les universités anglo-saxonnes de l'époque. Donc ça devait montrer quand même le niveau scientifique, le haut niveau scientifique du livre. Et puis l'Euripide, eh bien, de Charme, en 1904, publie Critique des traditions religieuses chez les Grecs, des origines au temps de Plutarque. Plutarque étant un auteur grec, mais il a été également prêtre de Delphes et il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Bien. Alors, en fait, on passe du particulier au général. Vous avez déjà vu hein, le Muse, la mythologie, c'est un petit peu le même parcours. Et dans ce livre intitulé Critique des traditions religieuses, De Charme va surtout s'intéresser aux sentiments religieux. On commence par le début, c'est-à-dire la religion en fait. La religion dans la vie antique grecque est une partie très importante de la vie de la cité. Elle joue un rôle dans la vie sociale avec des rites immuables, toujours les mêmes répétés. Cela veut dire aussi un culte qui ponctue la vie, enfin les années, le déroulement d'une année. Et donc c'est une partie à laquelle on ne doit pas toucher, si vous voulez, dans la vie antique des cités. De Charme, de son côté, s'est rendu compte, à force de lire, de travailler, de faire des cours, il s'est rendu compte que le sentiment religieux n'était bien sûr jamais le même d'une époque à l'autre et d'une catégorie de penseurs à l'autre. Alors, dans la critique des traditions religieuses, il fait un petit peu le tour des historiens, des poètes, des penseurs, des philosophes. Il fait défiler les siècles. Donc il y a un parcours diachronique bien marqué depuis Homère et les philosophes présocratiques jusqu'à Plutarque. Et on voit que selon les écoles philosophiques, selon même les personnes, eh bien, quelqu'un peut proclamer son athéisme, son agnosticisme, peut se proclamer totalement pieux ou impie. On peut aussi critiquer le manque de morale que l'on, vous allez sourire, que l'on peut constater quand on lit évidemment l'histoire des dieux. Hein, ils n'ont pas toujours une vie bien recommandable, les dieux grecs. Et De Charme propose, si vous voulez, de passer d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, et toujours, si vous voulez, en se fondant sur ceux qu'il a côtoyés dans ses lectures et dans son travail d'enseignant et de chercheur, à savoir les historiens, les penseurs, les poètes, les philosophes. Bon, on voit quand même point, mais vous le savez comme moi, que dès Socrate et Platon apparaît le monothéisme, hein, qui bien sûr va déboucher sur d'autres religions, mais le monothéisme est déjà, si vous voulez, à l'état embryonnaire au 5e siècle, avant Jésus-Christ, et dans un monde où le polythéisme était évidemment réclamé. Le livre Critique des traditions religieuses de 1904
De Charme doit toujours, j'ai pas de trace qu'il est retraité, donc il doit toujours être en activité. Et je sais, j'ai lu qu'il lorsqu'il meurt en 1905, un travail sur Asclépios, qui est le dieu d'Épidore. Bon, vous connaissez l'Épidore, le théâtre. Rares sont ceux qui ont le temps d'aller voir le sanctuaire d'Asclépios un petit peu plus loin, mais il y a beaucoup à apprendre sur, d'Asclépios. C'était ce sur quoi travaillait alors De Charme. Bon, je ne sais pas où en sont ces brouillons, où ceux qui sont devenus, ils sont peut-être toujours dans le bureau de la maison s'ils n'ont pas été détruits. Bien. Donc, si vous voulez, c'est à Vaudremont, dans la maison de famille, en Haute-Loire, pas très loin d'ici, il y a 150 km, c'est tout, que meurt De Charme en août 1905. Et on va en arriver à quelques mots de conclusion. Oui, bah, je vais quand même garder la passe. Je voulais revenir au plan, mais vous connaissez bien. Voilà, on en arrive à la partie finale qui me permet de vous dire que De Charme, dont je n'ai pas beaucoup parlé, était réputé pour être froid quand on ne le connaissait pas, mais en tout cas très réservé, très discret. Même si vis-à-vis de ses collègues, de ses étudiants, il était d'un engagement, d'un humanisme indéfectible. Il a été un brillant helléniste à son époque, ça on le lit sous la plume de ses contemporains, mais aujourd'hui, De Charme, à Beaune, bon, on ne le connaît pas, ou si peu. Bon, c'est peut-être ce qu'il aurait souhaité en fait. Se faire oublier. Bon, c'est un très effacé. Il paraît que ses petits-enfants, là c'est Evelyne De Charme qui m'en avait parlé, ses petits-enfants le redoutaient parce qu'il était glacial. Hein. Oh là là, donc, bon. Sa notoriété a duré ce qu'a duré la galerie beaunoise, donc jusqu'en 1905, et c'était le décès de De Charme. Mais sa notoriété a duré aussi ce qu'a duré l'entêtement de M. Savonnet. J'en reviens à lui parce que non seulement il est arrivé à réunir des documents précieux, mais il est parvenu à obtenir de la municipalité, alors je pense que c'était à l'époque de M. Moine, il a obtenu de la municipalité que soit attribué le nom de Charme à non pas une rue, mais une impasse du quartier Saint-Jacques. Donc il y a effectivement dans le dossier de la bibliothèque la copie de la décision du Conseil. Je vous avoue que M. Vincent qui a fait un livre sur les rues de Beaune n'en dit pas autant, alors que vous pouvez tout simplement aller regarder. Enfin, il ne pouvait pas non plus faire un travail approfondi sur toutes les rues à la base de la ville. Je termine tout de même avec ce qui n'est pas un reproche, mais qui est une observation qu'on pourra corriger, et Carole le sait déjà. Bon, qu'on va corriger rapidement. Bon, à savoir que dans la liste des personnalités beaunoises dressées par la municipalité sur le site de la ville, il n'y a pas de Charme. Bon, je suis fâchée. J'espère que ça va être réparé. Je peux apporter de la matière pour ça. Mais pour le CNEH, c'est pareil. C'est que peut-être dans une liste qui n'a pas été renouvelée, bon, j'ai peut-être eu tort de regarder le site. Oui, mais il en est qu'à ses débuts. Ah, et tu veux c'était oui, justement, je veux bien, j'ai tout ce que vous voulez, on peut faire petit, demi-page, page. Tu verras avec qui il sera dans le alors, voilà, donc ça, le mal, bon, ou la maladresse va être réparé, on n'en parlera plus, et je vous remercie de votre attention. On peut considérer Paul de Charme comme le précurseur de Dumézil. Ah non. Non?
Non, parce qu'il y a quand même trop d'écart entre les deux. Et puis, C'est intéressant. oui, mais je crois qu'il était le seul dans son époque à le faire. Du musique, n'en parle pas. Eh bien non, parce qu'il a été oublié, là aussi, de Charles. On n'a plus pensé à lui, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas fait état de toutes ses recherches. Et puis, c'était pas le moment non plus. C'est pas la même époque, me semble-t-il, de Charles. Non. Eh oui, c'est ça, hein. Donc, c'était pas le moment. Comme vous avez pu vous étonner qu'on n'ait pas donné plus que quelques pioches, là où De Charles était convaincu qu'on avait trouvé le Val des Muses, parce qu'on savait qu'il y avait un portique, qu'il y avait un hôtel. Bon, on voit quelques pierres maintenant, c'est décevant si on attend quelque chose comme le Parthénon. Évidemment. Mais éponyme intéressante. Ah ben écoute, oui, c'est pourquoi pas. Antique ou moderne? Les deux, si tu veux. Bon, on peut s'étonner qu'il n'y a pas eu immédiatement plus que quelques coups de pioche, mais dans les années 1860, c'était pas le moment encore de faire des fouilles. L'hellénisme, c'est pas faire des fouilles, c'est pas trouver la civilisation cachée par la terre, du tout. Du tout. Ce sont les textes. L'histoire des religions, ou de la religion, l'histoire des idées, c'est tout. C'est ça. Les fouilles, c'est pour la fin du 19e. D'abord, l'école française n'avait pas l'argent. Mais quand l'école allemande va être implantée à Athènes, elle ne va pas tout de suite faire des fouilles. Elle les fera plus tard à Olympie en 1875. C'est dans le dernier quart du 19e que les fouilles vont être menées, pas avant. D'abord, on n'a peut-être pas assez d'argent, et puis on n'a pas non plus des techniques suffisamment efficaces. On attendra d'avoir le matériel, la technologie appropriée pour faire des fouilles de grande ampleur, comme à Delphes. C'était un travail colossal. Et on a monté des wagonnets sur rail pour décharger la terre. Mais on a utilisé vraiment des techniques très modernes, très récentes, qu'on avait éprouvées peut-être pour creuser le canal de Corinthe. On avait utilisé des wagonnets aussi. Bon, eh bien, on va utiliser tout ça pour faire des fouilles archéologiques. Mais ce n'était pas encore le moment en 1860. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes en Béotie? Ils ont une telle réputation, les Béotiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le rayon ici, nous voyons les deux qui ont été sans doute édités à Athènes même quand De Charme s'y trouvait en 1866. Et vous vous approcherez après. On voit une page de manuscrit et c'est à cause de la page que j'ai voulu qu'on l'ouvre là. C'est de l'écriture byzantine avec les abréviations, donc je suis incapable de vous lire le début de Diodore de Sicile, en tout cas De Charme a identifié. Et puis dans la page d'à côté, il signale des erreurs, donc il était capable de comprendre. Sans doute qu'à l'école, il y avait quelqu'un qui l'avait initié à la lecture des textes byzantins. De l'autre côté, le livre qui réunit le corpus des inscriptions de Béotie, vous viendrez voir à quoi ressemblaient les inscriptions, toujours bien sûr en majuscules, les mots collés les uns aux autres, donc après il faut être capable de donner le texte complet mais avec les blancs typographiques entre les mots, et la page fait allusion au concours organisé en l'honneur des muses. Les deux thèses, la thèse en latin, la thèse en français. Et puis en bas, le livre ouvert, à nous trois, Carole, Madame Meunier et moi, nous avons préféré ouvrir à cette page où il y avait une belle illustration. Donc c'est pour le plaisir des yeux. C'est le livre sur la mythologie. Donc vous voyez une belle édition avec des illustrations. Et à côté, toujours pour des raisons esthétiques, la belle chimère. C'est le livre de la traduction grecque. Alors, une petite histoire.
histoire, c'était, je ne sais pas où est Madame Mounier, c'était Mademoiselle Blandin qui me l'avait raconté, mais je savais à l'époque, par Monsieur Moine, que ce livre était venu d'Athènes et que c'était Monsieur Moine qui avait quand même profité d'un déplacement à Athènes pour chercher le livre. Et comme il était encore dans les librairies ou peut-être chez quelques bouquinistes, il avait pu le trouver. J'ai jamais fait le test, mais je suis presque sûre que ça va être facile à trouver encore. Et donc, il l'avait rapporté et donné à la bibliothèque. Bon, donc, on pense évidemment à M. Moine à ce moment-là. Et je me souviens que M. Sabolet m'avait dit « Mais M. Moine a trouvé le livre en grec ». Bon, voilà, donc, la mythologie. Et puis, on avance un petit peu. Donc, on trouvera le livre d'Euripide, sur Euripide, en français. Ouvert à une page que j'ai un petit peu choisi, mais je ne veux pas commenter, je ne veux pas vous ennuyer. C'est en rapport avec le rôle du cœur dans les tragédies antiques, dans une pièce bien précise qui est Phigénia. Oui, si vous voulez, je vous raconte, je vous le demanderai, mais je ne veux pas ennuyer toute l'assemblée. Là, le livre en anglais, je crois bien à la même page. Et puis, il y a 2 éditions du livre critique des traditions religieuses. Pourquoi est-ce qu'on l'a ouvert ici? Ah oui, c'est tout simplement parce que c'est la première page du chapitre où de Charme étudie le sentiment religieux chez Socrate et Platon. Donc je vous ai dit que tendait plutôt à penser qu'il y avait une divinité, une force divine, et donc pas un Dieu d'abord, et pas non plus 12, évidemment encore moins 12. Voilà. Bon, ça c'est la petite brochure que j'avais écrite, mais qui n'a pas totalement de rapport avec ce que je vous ai dit aujourd'hui.